Nos travaux après le 405, le 406. Philippe. Merci Madame la Présidente. Donc après nos agapes de midi, nous allons essayer de vous présenter la partie dépenses. Nous avons vu les recettes ce matin. Cet après-midi, nous allons essayer de voir les principales dépenses, sachant qu'ensuite seront examinées chaque politique, chaque budget spécifique présenté par les VP en charge de ces politiques spécifiques. Donc de façon générale, en ce qui concerne les dépenses du budget primitif 2020, nous avons déjà attiré votre attention, Madame la Présidente, ce matin, a attiré votre attention sur deux éléments fondamentaux, une politique dynamique d'investissement et un effort exceptionnel en matière de solidarités humaines. Christine Bouquin a posé les clous, Ludovic Fagot a enfoncé les clous. J'ai cherché une image en ce début d'après-midi. J'avoue qu'à part le marteau-pilon ou la forge des usines Sochaux à Peugeot, je n'ai pas trouvé d'instrument digne de ce nom. Et donc, je vous propose de passer tout de suite à l'examen des investissements que nous vous proposons cette année en augmentation hors dette de 15%, avec, vous le verrez, un certain nombre de points très importants, les routes, les collèges, etc. Vous les verrez cet après-midi et demain. 15% d'augmentation de nos investissements hors dette pour l'année 2020. La deuxième grande tendance de notre budget, et je tiens à le souligner encore plus, c'est cet effort exceptionnel. Le mot exceptionnel n'est pas usurpé en matière de solidarités humaines. Vous avez par exemple l'augmentation de la valeur du point GIR dont on a commencé à parler ce matin et qu'Annick Jacquemet vous détaillera encore plus. Ce point GIR va augmenter de 10%. Je tiens à vous rappeler que dans les années précédentes, l'augmentation que nous avions accordée se situait entre 0% et 0,5%. Cette année, nous sommes à 10% d'augmentation de la valeur du point GIR. Et dans le même ordre d'idées, nous allons autoriser les établissements, les EHPAD, à augmenter le taux plafond de 1,5%. Ces deux mesures cumulées doivent donner une bouffée d'oxygène sans précédent à nos établissements d'accueil de personnes âgées. Idem pour les SAD. Cette enveloppe spéciale de 1 200 000 € destinée avant tout à revaloriser l'attractivité des métiers du grand âge, des soignants, de nos personnels qui, tous les jours, sont en contact avec personnes âgées, personnes handicapées, et dont nous savons tous aujourd'hui les difficultés du métier. Donc deux éléments fondamentaux de notre politique en matière de solidarité humaine pour l'année 2020, les EHPAD et les SAD. Le budget enfance-famille va lui aussi connaître une forte augmentation, alors cette fois-ci de 9,4% également, qui est un chiffre extraordinaire, mais vous le savez, c'est un budget plus contraint, où l'on nous impose un certain nombre de contraintes, et vous avez dans ce budget, bien sûr, l'arrivée massive, perpétuelle et continue de MNA, ces enfants, et vous avez eu ce matin un paragraphe sur la nouvelle ventilation de ces enfants dans notre département et au niveau national. Et puis la politique d'insertion qui va aussi connaître un coup de fouet important, 3,5% d'augmentation, sachant qu'à l'intérieur, nous avons bien sûr le RSA, qui va peser lourd dans cette augmentation, puisque la simple revalorisation des allocations est déjà fixée à hauteur de 1,6% au niveau national. Pour vous présenter très schématiquement les grandes masses du budget 2020, vous avez 539 millions de recettes et 577 millions de dépenses, avec la ventilation, fonctionnement et investissement. Dans la recette 523 millions, on a passé ce matin en revue les grandes masses de la fiscalité, de la péréquation des dotations. Cet après-midi, nous regarderons plutôt la colonne de droite, les 106 millions quasiment d'investissement, y compris la dette, et les 471 millions d'euros de fonctionnement. L'équilibre de ce budget 2020 sera réalisé grâce à l'inscription de près de 38 millions d'euros d'emprunts au budget 2020.
Si l'on regarde dans le détail l'investissement 2020, je vous le disais donc, 106 millions d'euros en hausse de 13,6% de BP à BP, y compris la dette, 15% hors dette, de BP à BP toujours. 106 millions d'euros d'investissement pour l'année 2020, en hausse tout à fait impressionnante. Nous avons voulu vous remettre en mémoire l'évolution de nos investissements depuis l'année 2007. Alors pourquoi 2007? Parce que l'année 2007, c'est l'année la plus creuse, c'est l'année la plus dure, c'est l'année la plus... 2017, pardon. 2017. C'est l'année la plus creuse, la plus difficile, c'est le moment où les dotations ont été les plus basses. 56 millions d'euros hors dette. Cette année, nous serons à 88 millions hors dette. Vous voyez l'effort que nous consentons désormais, à partir du moment où nous sommes sortis de cette période de baisse des dotations et où nous sommes entrés dans la période dite du contrat de Cahors, de la contractualisation, qui nous a redonné des marges de manœuvre. Et ces marges de manœuvre, vous les voyez tout de suite se traduire dans nos budgets d'investissement dès l'année 2018. 63 millions, 76 millions en 2019 et 88 millions en 2020. Bien entendu, cette hausse des investissements, elle résulte de l'augmentation de notre capacité d'investissement, c'est-à-dire de la hausse de l'épargne brute, qui suit bien entendu, enfin qui précède plus exactement, l'augmentation de nos investissements. Et vous voyez dans le tableau de droite, l'année 2017, toujours, on part toujours de l'année 2017, 33 millions, c'est le creux de la vague. Et nous remontons cette année à 52 millions d'épargne brute en 2020, en hausse de près de 12% par rapport à l'année 2019. C'est cette capacité qui nous permet d'afficher une hausse très forte de nos investissements pour l'année 2020. Une rapide ventilation de nos investissements selon les 4 axes de CAP 25, solidarités humaines, développement humain, dynamique territoriale, efficience et ressources internes. Et vous voyez dans la colonne à droite en rouge l'effort que représente pour chacune de ces politiques la volonté d'investissement du département, plus 20% pour les solidarités humaines. Alors c'est vrai que nous partons pas grand-chose en termes d'investissement de solidarité, 4 700 000. Par contre, sur le développement humain, 39%. Sur les dynamiques territoriales, 7,8 sur un budget de quasiment 50 millions d'euros. Et puis 7,8 sur l'efficience et les ressources internes, qui sont de l'ordre de 10 millions d'euros. Voilà donc les 4 grands axes de notre CAP 25, chiffrés en termes d'investissement et d'augmentation de l'investissement, ce qui démontre une fois de plus notre volonté d'accélérer cette politique d'investissement pour le département du Doubs. Quelques focus sur les grands budgets d'investissement. Donc l'autonomie, on en a parlé déjà et on va en reparler encore, et on en reparlera encore, Annick. 10 millions que nous avions déjà votés pour la restructuration essentiellement immobilière des établissements EHPAD. La ligne de 2 millions supplémentaires d'AP et de crédits de paiement sur l'introduction de nouvelles technologies, l'innovation dans les EHPAD. Le budget route, c'est notre premier budget d'investissement avec 28 millions d'euros. Les collèges, un effort de 17 millions et demi. La fibre optique, donc c'est 3 millions et demi qui nous restaient sur les 30 millions que nous avions déjà votés et pour lesquels nous rajoutons dès à présent 2 millions et demi, donc ces fameux 6 millions que nous allons consacrer à notre plan d'implantation de la fibre pour tenir notre objectif 2022, et Denis vous en parlera très longuement. Le patrimoine avec les grands projets que nous avons sur notamment le musée Courbet, la Céline d'Arquesnan, la restructuration de la station de Métabier, et puis la gestion de l'eau. Nous n'étions pas obligés, comme on vous l'a dit ce matin, d'investir massivement dans ce domaine qui nous est fondamental. Béatrix vous en a parlé, elle va vous en reparler encore cet après-midi. 4 millions et demi d'euros en crédit de paiement avec 6 millions d'AP. Voilà quelques focus, quelques zooms sur les grands secteurs de notre investissement en 2020. Sortons de l'investissement, passons au fonctionnement. 471 millions d'euros en hausse de 3,1% de BP à BP. À nouveau, 3 tendances.
Alors là, j'ai plus d'instrument pour enfoncer le clou, je ne sais plus comment le faire. Je vais t'en laisser un petit peu. Donc Annick vous parlera de l'effort exceptionnel d'accompagnement sur les EHPAD, de l'effort considérable sur l'accompagnement des SAD, et je précise tout ça dans un souci permanent de maîtrise de l'évolution de nos dépenses de fonctionnement et du respect de la contractualisation. Nous sommes toujours tenus par ce 1,2% d'augmentation de nos dépenses de fonctionnement, et je rappelle que les 3 premières années que nous connaissons actuellement seront sans doute suivies de 3 nouvelles années. Alors nous ne connaissons pas encore les règles de la future contractualisation, mais nous savons déjà que nous serons à nouveau contraints par une nouvelle contractualisation imposée par l'État. Donc ça, je laisse ce slide à Annick, et je vous redonne pour les 4 axes de CAP 25 la ventilation des dépenses de fonctionnement, en attirant bien entendu votre attention sur la dernière ligne, la ligne solidarités humaines. Elle représentera 288 millions d'euros, c'est-à-dire 61% de nos dépenses de fonctionnement. Le budget des solidarités sociales aujourd'hui, c'est 61% de nos dépenses de fonctionnement. C'est de très loin, vous le voyez, le premier budget du département en termes de fonctionnement. En hausse de 3,8%, en hausse de 3,8% de BP à BP toujours, avec le second poste qui est l'efficience ressources internes. À l'intérieur de ce budget, bien entendu, vous avez la masse salariale du département, et vous verrez, Florence vous en parlera beaucoup plus longuement tout à l'heure, qu'elle est particulièrement bien contenue. L'axe 1 des solidarités humaines, c'est grosso modo 3 grands chapitres. L'autonomie, 141 millions sur les 288, c'est quasiment la moitié. La moitié de notre budget de fonctionnement solidarités humaines est destiné à l'autonomie, personnes âgées, personnes handicapées. Le deuxième poste, c'est l'insertion. Pierre Simon vous en parlera longuement, avec notamment les dépenses de RSA légèrement supérieures à 72 millions d'euros. Et le troisième poste budgétaire important, c'est l'enfance-famille. Odile vous en parlera, avec son budget de près de 63 millions d'euros. Une rapide ventilation légèrement différente du budget autonomie, nous avons essayé de faire sortir la partie consacrée aux personnes âgées, près de 66 millions d'euros, et la partie consacrée aux personnes handicapées, 75 millions d'euros. Vous avez sur la partie droite 2 grandes allocations de solidarité, l'APA avec 56 millions, et la PCH, on reviendra sur le RSA un tout petit peu plus loin. L'enfance-famille, donc 63 millions, en hausse de 9,4%. Je vous l'ai dit, je le répète, nous avons dans ce budget-là des contraintes très très fortes en termes de réception d'enfants et notamment de mineurs non accompagnés qui, comme tous les ans, vous le savez, viennent, entre guillemets, considérablement augmenter la part de ce budget, et ceci depuis de nombreuses années. Vous avez ensuite le budget insertion avec le RSA. Le RSA, 72 millions et demi d'euros, simplement 2 chiffres. Ce 3% d'augmentation se décompose grosso modo entre 1,6% d'augmentation des allocations. C'est une décision nationale qui s'applique à tous les départements de France, le reste étant destiné essentiellement à l'accompagnement des allocataires. Le logement social, 2 700 000 euros, Jacqueline nous en fera un détail tout à l'heure, et le développement social, 1,4 million d'euros. Alors, le poids des 3 AIS, on a bien entendu tous en tête ces 3 AIS, elles représentent très exactement 50% de notre budget solidarité. 145 millions sur 288, avec le RSA qui fait à son tour 50% de ces dépenses de solidarité. Donc vous avez vu très rapidement que nous avons eu des marges de manœuvre extrêmement restreintes dès lors que ces 3 allocations consomment une grande partie de notre budget. Le RSA 50%, l'APA 39% et la PCH 11%. Quelques autres dépenses, cette fois-ci dans l'axe 2 de notre projet CAP 25, le développement humain. Ce développement humain, c'est 22 millions d'euros en hausse de près de 3%, avec
une grande part qui va au fonctionnement des collèges, 13 millions, l'action culturelle, 5 millions, le sport, l'éducation populaire, 2,7 millions, et puis accessoirement la médiathèque départementale pour 300 000 euros et la lecture, 300 000 euros. L'axe 3, c'est la dynamique territoriale, avec 44 millions d'euros quand même de dépenses de fonctionnement en hausse de 2,4. Deux grands postes budgétaires ressortent, les routes départementales, Thierry nous en parlera très longuement, et puis bien sûr notre contribution au SDIS, 26 millions d'euros, 26 400 000 euros très exactement, et vous voyez ensuite quelques budgets, j'allais dire, moins importants forcément, la date 600 000, l'environnement, même si tout le monde est conscient de son importance, en termes de frais de fonctionnement, 1 million d'euros, le tourisme 1,9 million, et le numérique, l'économie et les fonds de cohésion sociale pour mémoire. L'axe 4, efficience et ressources internes, 117 millions d'euros en hausse de 2,5, et vous voyez donc le pavé le plus important à gauche, c'est ressources humaines, 94 millions d'euros, parfaitement contenu, plus 0,2% d'augmentation avec les charges de personnel qui s'élèvent à 88 millions d'euros. Opérations financières, bâtiments généraux, modernisation de l'action publique, vous avez le détail sous les yeux. Nous allons parler quelques instants des grands équilibres financiers avec 3 chiffres importants. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'épargne brute, donc vous avez vu que nous avions reconstitué très fortement notre épargne brute, ce qui nous permet d'afficher un taux d'autofinancement extrêmement important, c'est-à-dire que 50% de nos investissements sont couverts désormais par notre épargne, notre autofinancement propre. Les recettes d'investissement extérieur, c'est relativement faible, 15%. Et puis, donc, la couverture par emprunt, 36% de nos investissements seront financés par emprunt, tels que je vous les avais décrits tout à l'heure. La capacité de désendettement du département, grâce à la maîtrise que nous avons de cette encours de dette, est descendue en 2020 à hauteur de 4,1 années, très exactement, de désendettement. C'est un chiffre extrêmement favorable pour nous. C'est un chiffre surtout qui nous permet d'envisager l'avenir avec sérénité, parce que ça veut dire que nous avons une capacité de financement par emprunt en réserve importante. Nous étions avec Madame Voidet, par exemple, vendredi au SDIS, qui s'inquiétait un tout petit peu de voir des chiffres s'envoler vers les 10 années de désendettement. Nous avons, nous, département, des finances extrêmement saines et nous avons une capacité d'avenir qui est extrêmement importante. Juste pour votre information, qu'est-ce qu'une annuité de la dette au département du Doubs? C'est 24 millions à peu près, 18 de capital et un peu plus de 6 millions d'intérêts. Et j'attire surtout votre attention sur le graphique de droite, le détail d'une annuité. Ça, c'est un travail qui résulte à la fois de notre volonté de maîtriser notre dette par la renégociation de nos emprunts anciens avec nos principaux partenaires, la souscription, comme ce matin, de nouveaux emprunts à des tarifs extrêmement intéressants, et puis bien entendu, l'arrivée à échéance de vieux emprunts qui nous coûtaient un petit peu cher, ce qui vous permet de voir que d'une part, nous avons une capacité de rembourser de plus en plus importante, quasiment à annuité égale entre 2019, même 2018, 2019, 2020, de l'ordre de 24 millions, alors que la part d'intérêt en jaune ne cesse de descendre, puisque maintenant nous sommes à peu près à 6 millions d'euros d'intérêt par an contre 8 millions et demi, 9 millions aux alentours des années 2015-2016. La programmation annuelle, vous aurez à vous prononcer demain sur les autorisations de programme et les autorisations d'engagement avec les crédits de paiement correspondants. Donc nous vous présentons ici les autorisations de programme, c'est-à-dire celles qui concernent les investissements. Au total, elles représenteront après votre vote quasiment 240 millions d'euros d'autorisation qui se décompose entre un stock au 31/12/2019 de 177 millions et de nouvelles AP qu'on va vous demander de voter, donc à hauteur de 62 millions. Et vous avez la répartition entre les solidarités humaines, le développement humain 16 millions, dont
les collèges, bien entendu, la dynamique territoriale, et puis l'efficience et les ressources humaines. Les crédits de paiement investissement correspondants, ben, vous les avez sous les yeux. Pour l'année 2020, vous devrez voter une somme pour tenir ces autorisations de programme de 87 millions d'euros. En termes, cette fois-ci, de fonctionnement, des autorisations d'engagement nouvelles. Alors, bien entendu, la notion d'autorisation d'engagement n'a rien à voir avec celle d'autorisation de programme, puisque, en termes d'investissement, nous arrivons à couvrir 100% de nos investissements par ces autorisations et ces crédits. Vous voyez qu'en termes de fonctionnement, on est à peine à 43 millions sur 400 et quelques, donc ça fait à peine 10% que nous passons dans ces autorisations, mais ceci dit, bon, nous nous prêtons à l'exercice. 21 millions 9 à voter de nouvelles AP et 28 millions de crédits de fonctionnement correspondants. Vous aurez également approuvé 2 budgets annexes. Le budget du Centre départemental de l'enfance et de la famille qui s'élève à 7,3 millions avec une subvention d'équilibre votée par le département de 7,1 millions et le laboratoire vétérinaire départemental dont le budget est d'1 347 000 € avec une simple subvention d'équilibre de 50 000 €. En conclusion, je me permets quand même une conclusion rapide, encore une fois, dire que grâce à une stratégie, je reviens un petit peu sur ce qui a été dit ce matin concernant nos politiques antérieures, grâce à une politique parfaitement adaptée à la période 2015-2017 de baisse des dotations de l'État, qui nous a permis d'amortir un peu ce choc quand même qui était assez difficile à absorber, grâce à une maîtrise parfaite de nos dépenses de fonctionnement depuis 5 ans et grâce à une volonté de contenir et de réduire notre endettement depuis 2015, nous avons non seulement la volonté, mais nous avons surtout la capacité à se positionner comme un acteur majeur du développement du Doubs, à la fois par nos investissements dynamiques au service de notre territoire et surtout par notre faculté à mettre en œuvre des solidarités au profit de nos concitoyens les plus fragiles. Voilà, Madame la Présidente, ce que je pouvais vous dire en introduction de ce débat budgétaire. Merci, Monsieur le Vice-président. Je vous propose qu'on prenne, sauf si vous voulez intervenir maintenant, mais qu'on prenne rapport par rapport, comme ça chacun peut s'exprimer, si ça vous convient. Ou, je vois pas. Ah, attends, pardon, Rémi, je n'avais pas vu la prise de parole. Excuse-moi. C'est une toute petite, je n'avais pas prévu au départ, mais quand j'entends Philippe parler avec emphase, et je le comprends, que la partie investissement augmente régulièrement depuis 2017 et de façon importante, puisque, tu l'as dit toi-même, en 2017, on partait de bas. Je me dis, quel dommage pour toi que tu n'aies pas pu vivre les mandats précédents où on parlait d'investissement avec des sommes beaucoup plus importantes. Simplement ça. Alors, je passe la parole à Annick pour le rapport. C'est le 101, Annick. Allez, à toi. 101, merci Christine. Donc, rapport 101, autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Alors, je vous laisse découvrir les PowerPoint qui seront présentés devant vous, qui reprennent les principaux chiffres clés, le contexte dans lequel nous avons pris nos décisions, les problématiques et les enjeux. On vous rappellera aussi les objectifs de CAP 25 et les propositions que nous vous faisons pour ce budget. Donc, j'en viendrai directement aux propositions. Vous n'avez pas besoin de moi pour lire ce qui est affiché à l'écran. Simplement rappeler les gros chiffres qu'on a déjà entendus, mais je crois que c'est important de le rappeler. Budget d'autonomie, 143,3 millions d'euros, plus 2,1% par rapport à 2019. 2 millions d'investissements, 141,2 millions de fonctionnement, avec 2 chiffres qui ont complètement évolué depuis quelques années. Les personnes handicapées maintenant ont un budget de 75 millions d'euros, personnes âgées 65,7 millions. Il y a quelques années, c'était l'inverse, on avait un budget plus conséquent pour les personnes âgées. Alors dans ce rapport, nous vous proposons, ça a été dit maintes fois, un effort tout à fait exceptionnel dans le domaine du social. Et cet effort fait suite aux difficultés rencontrées par les structures d'aide à domicile et par les EHPAD, tant du point de vue financier qu'au niveau du recrutement des salariés,
pas uniquement dans le Haut-Doubs, hein, on entend souvent parler du Haut-Doubs, mais c'est vraiment général sur l'ensemble du territoire, et de la démotivation aussi d'un certain nombre d'intervenants, aussi bien à domicile qu'en établissement. Et on a aussi tenu compte de l'évolution démographique et du vieillissement de la population. Ces décisions qu'on vous présente aujourd'hui, qui sont courageuses, innovantes, dans un contexte financier contraint par le pacte financier concernant les dépenses de fonctionnement, nous le souhaitons, répondront aux problématiques que nous avons perçues tout au long de cette année, lors des différentes rencontres, réunions de travail, rendez-vous avec nos partenaires, avec les délégués syndicaux d'agents des EHPAD, suite aussi aux visites d'EHPAD où nous avons constaté de visu l'amélioration apportée par les nouvelles technologies. Et c'est bien tout ce travail effectué tout au long de l'année et même de l'année précédente qui nous a conduit à prendre ces orientations. Et je voulais vraiment remercier mes collègues de la majorité d'avoir suivi les propositions faites en direction de nos personnes âgées et de nos personnes handicapées. Hein, on vous l'a dit, 10% d'augmentation sur un budget, c'est pas rien. Et voilà, j'espère aussi que la minorité nous suivra sur cette proposition. Alors, pour commencer, dans le domaine des personnes âgées, le maintien à domicile, notre souhait, c'est vraiment de tout mettre en œuvre pour permettre à nos aînés de rester chez eux. Et ce n'est pas qu'une question de coût, chère Martine, comme j'ai entendu ce matin, ce n'est pas uniquement pour éviter des coûts supplémentaires dans le passage en EHPAD, mais c'est surtout pour répondre aux souhaits de nos concitoyens. Pour cela, nous disposons de 3 leviers pour un soutien fort aux structures d'aide à domicile. Le premier, c'est l'augmentation du tarif socle des SAD. On s'oriente vers un principe de convergence tarifaire. La moyenne qu'on vous propose cette année, c'est 21,77 €. Je vous rappelle qu'en 2019, nous étions à 21,6 €. Et on vous propose aussi une augmentation de tarif de 2% pour les opérateurs privés. Vous savez que ceux-ci sont soumis à la TVA. De par leur structure privée. Au niveau du budget, ça va représenter plus 235 000 €. Le deuxième levier que nous souhaitons activer, c'est mieux compenser les OSP. Les OSP, ce sont les obligations de service public, notamment les déplacements supérieurs à 5 km. Le surcoût de majoration des heures effectuées les dimanches et les jours fériés, un chiffre en 2018, ça représentait 1,4 million. Nous bénéficions d'une enveloppe complémentaire de 723 000 € qui va nous permettre de mieux compenser encore toutes les interventions qui sont effectuées sur les territoires isolés, la valorisation des plans d'aide qui sont supérieurs à 60 heures mensuelles et le coût de l'astreinte mise en place pour assurer la continuité de service. Et ça va donner une véritable bouffée d'oxygène à toutes les structures qui exercent plus spécifiquement en milieu rural. Alors nous bénéficions de cette enveloppe complémentaire parce que nous avons signé un CEPOM avec nos structures d'aide à domicile et que nous avons fléché justement ces OSP. Et le troisième levier que nous souhaitons mettre en place, c'est une enveloppe exceptionnelle de 1,2 million €. Ça, c'est vraiment un gros effort du département pour soutenir les SAD dans leurs efforts pour revaloriser l'attractivité des métiers d'aide à domicile. Ça se fera dans le cadre d'un avenant au CEPOM, suite au dialogue que nous menons régulièrement avec les structures d'aide à domicile. Et cette enveloppe sera fléchée vers la revalorisation des rémunérations des intervenants à domicile et l'amélioration de leur environnement de travail. Je vous donne quelques exemples. Ça peut être la mise en place de flottes de véhicules, des temps collectifs d'analyse de la pratique et bien sûr sur le volet ressources humaines avec les conditions de rémunération. Donc ça sera vraiment dans le cadre d'un dialogue, ça sera expliquer et puis quand même nous souhaitons vraiment donner une orientation sur l'utilisation de cette enveloppe. L'enveloppe budgétaire pour les SAD en CEPOM représente pour 2020 25,818 millions €. Alors de BP à BP, vous verrez qu'elle baisse de 1,31%.
mais cette baisse intègre la baisse de l'activité qu'on a constatée depuis 2 ans sur les heures effectuées par les structures d'aide à domicile, qui représentent 9%. C'est énorme depuis 2 ans, donc le nombre d'heures ne peut pas être rempli et effectué en totalité, ce qui explique aussi forcément la baisse du budget. Pour info, en 2018, c'est 1 350 000 heures à peu près qui ont été effectuées au domicile des personnes âgées. Par contre, si je ramène le budget à une activité constante, si on ne tient pas compte de ces baisses, l'effort du département représenterait une augmentation de 8,4%. Donc vous voyez que c'est considérable, surtout si on se rapproche du pacte financier, limitant nos dépenses de fonctionnement à plus 1,2%. Voilà, un petit mot des recettes. Le taux de couverture des dépenses de l'APA, domicile et hébergement par la CNSA représente 35,64%, j'allais dire seulement. Concernant l'hébergement en établissement, le budget hébergement plus aide sociale est supérieur à 26,9 millions d'euros. Il est en augmentation de 3,3%, donc plus 800 000 euros, si on neutralise l'effet du désintéressement partiel qu'on a mis en place il y a quelques années. Alors, quelques chiffres, 32 établissements EHPAD, 4 623 places en hébergement permanent. On a souvent ce genre de questions, donc je crois que c'est bien d'avoir des chiffres précis. Et 726 personnes qui sont à l'aide sociale à l'hébergement. Et là aussi, nous vous proposons un effort exceptionnel envers les EHPAD pour renforcer la qualité de prise en charge des résidents et soutenir les professionnels qui œuvrent auprès d'eux. Alors, il y a quatre leviers aussi que nous pouvons activer. Je vous rappelle, il y en a 3 pour le domicile, 4 pour l'hébergement en établissement. Le premier, c'est l'augmentation de la valeur du point GIR. On vous propose plus 10%. Nous étions à 7,33 € en 2019. Le point GIR va passer à 8,06 €. Et ce point GIR, vous vous souvenez, nous permet de calculer un forfait dépendance qui est alloué à chaque établissement en fonction du niveau de dépendance des établissements. À terme, donc au bout des 4 ans, ce sont 5,8 millions d'euros supplémentaires pour les établissements, qui comprend la dotation départementale et la participation des résidents aux frais de dépendance, ce qui représente en gros 60 emplois. Alors je parle de 4 ans, tout simplement parce que les textes nous obligent à étaler cette enveloppe de 10% sur 4 ans. Ce n'est pas de notre fait, nous on décide cette augmentation, mais il faut effectivement la lisser sur les 4 prochaines années. Pour info et pour être complètement transparente, vous savez qu'il y a une partie qui est financée par les résidents au niveau du ticket modérateur. Le ticket modérateur dépendance est d'une moyenne de 5,60 €, donc pour les résidents. Il augmentera donc de 10% au bout de 4 ans, ce qui représentera 56 centimes par jour ou 17 € par mois au bout de ces 4 ans. L'année prochaine, l'augmentation sera de 14 centimes par jour ou 4,20 € par mois. Donc voilà, on a pensé que c'était tout à fait supportable par les résidents et qu'en tout cas, ça va permettre une meilleure prise en charge au niveau des établissements. Le deuxième point, c'est une meilleure reconnaissance des métiers des intervenants en EHPAD en consacrant une enveloppe de 100 000 €. Et cette enveloppe est dédiée à la formation à la bientraitance et ou, selon le choix des établissements, au bien-être des agents des EHPAD et n'aura aucun impact sur le prix de journée. Ce sont des formations qui seront prises en charge à 100% par le département. Cette décision fait suite aussi aux rencontres que nous avons eues cette année, la rencontre avec des délégués syndicaux justement ou des représentants d'agents des EHPAD qui nous ont fait état de leurs difficultés à travailler. On se rend bien compte que les plannings étant de plus en plus serrés, ils ont moins le temps et de
penser à eux et surtout de prendre en charge les résidents. Donc cette formation vers plus d'humanitude nous tient à cœur et on s'est rendu compte que dans certains EHPAD, des semaines bien-être avaient été mises en place avec des cours de yoga, de la gymnastique, de la luminothérapie, des massages et que de ce fait-là, les soignants, enfin pas les soignants parce que c'est l'ARS, mais les agents qui travaillent dans les EHPAD retrouvaient un petit peu plus de cœur à l'ouvrage. Troisième point, c'est porter le taux directeur plafond des frais d'hébergement en EHPAD à 1,5%, ce qui permettra d'anticiper les travaux nécessaires et le renouvellement des équipements. Et le quatrième point, c'est une nouvelle autorisation de programme de 2 millions d'euros pour renforcer le soutien des projets exemplaires en matière d'innovation et de numérique au service de la bientraitance. Ça se fera sous la forme d'un appel à manifestation d'intérêt. Et c'est vraiment, on souhaite vraiment que nos EHPAD rentrent dans le 21e siècle et utilisent toutes ces nouvelles technologies qui peuvent être mises en place. On l'a vu dans un certain nombre d'établissements, notamment à l'Île-sur-le-Doubs, quand nous sommes allés visiter. Il y a maintenant énormément de choses. Il y a des logiciels qui simplifient le travail des agents. Il y a aussi des rayons, des rayons des détections de chute ou de présence dans les chambres. Voilà, il y a énormément de nouvelles technologies qui peuvent être amenées au service des résidents et des agents. Et puis en 2020, on le verra plus en détail quand on parlera du nouveau schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale, mais concernant les personnes âgées, nous allons travailler aussi sur des ouvertures de places en EHPAD. Nous aurons 142 places à créer à moyen terme, puisque l'appel à projet va partir dès que nous aurons validé ce budget. Et il y aura 43 places pour la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs et 55 pour le secteur ouest de Besançon, mais on en parlera plus longuement dans un autre rapport. Concernant les personnes handicapées, là, la prise en charge est à l'inverse de celle des personnes âgées. Le maintien à domicile ne représente que 30% du budget. Et puis les 2 tiers, un peu plus des 2 tiers, c'est pour l'offre d'accompagnement qui repose principalement sur les établissements. Alors, il y a une nouvelle perspective d'habitat inclusif et de logique de parcours qui est en train de se mettre en place. La part du domicile sera donc amenée à augmenter dans les années qui viennent. Dans nos budgets, bien sûr, il y a la prise en compte du nombre croissant de bénéficiaires de la PCH, aussi bien adultes et enfants, donc de cette prestation de compensation du handicap qui est tout simplement calibrée en fonction du nombre de personnes qui en sont bénéficiaires. Et puis, on a travaillé cette année sur l'état des lieux de la manière dont l'APA et la PCH sont calculés. Et on vous propose un renforcement du pilotage justement de l'APA et de la PCH à travers un référentiel des prestations et une optimisation de la chaîne d'instruction. On s'est rendu compte qu'il y avait une perte de temps, qu'il n'y avait pas d'équité territoriale et là on souhaite vraiment faire un référentiel de prestations qui sera utile à tous les travailleurs sociaux. Et puis, concernant les personnes handicapées, on vous propose une augmentation de 0,5% du taux directeur d'hébergement donc dans les établissements. Voilà les points majeurs de ce rapport d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Je vous dirai aussi rapidement que les amendements Creton diminuent. Il y a eu des ouvertures de places dans des foyers, ce qui nous permet de diminuer ces amendements Creton. Que le recours sur succession évolue aussi. On a travaillé avec la Chambre des notaires et maintenant il y a toute une nouvelle façon de procéder qui est mise en place en lien avec nos services. Donc là aussi, on va pouvoir activer un petit peu les dossiers, le recours sur succession.
Concernant le GIP MDPH, vous avez vu que le budget était en baisse de plus de 50%, puisqu'on alloue maintenant une subvention de 561 000 euros. Ça provient tout simplement du fait qu'on avait en 2018 signé une convention qui prenait les dépenses, les recettes. On avait calculé ce que le département mettait à disposition de la MDPH en listant tout ce qui était en jeu, aussi bien le personnel que les moyens informatiques, matériels, etc. Ça nous donnait une ligne en dépenses et en recettes. Maintenant, il nous semble plus simple d'allouer une subvention d'équilibre, mais qui reprend tout ce qui est mis à disposition pour la MDPH, et je vous présenterai plus tard la nouvelle convention qui en découle. Et ensuite, dernier point, les clics. Vous avez vu que la subvention pour les 4 clics du département était en baisse aussi. Elle reste identique pour les 3 clics de Besançon, Montbéliard et du Doubs central. C'est au niveau du clic du Haut-Doubs qu'il y a une diminution, tout simplement parce que le clic a été réintégré au niveau de la direction territoriale des solidarités humaines du Haut-Doubs, avec la reprise de la mission en interne et le transfert de l'agent affecté à temps plein sur cette mission. Donc voilà, c'est ce qui explique la petite variation de budget, mais bon, le service sera, nous pensons, mieux effectué parce que l'agent sera vraiment affecté sur sa mission première et ne sera plus dilué comme ça l'était auparavant. Alors vous avez dans la délibération à valider bien sûr le budget tel qu'il vous est présenté dans le tableau, à valider aussi l'augmentation des taux directeurs de 0,5% pour les établissements hébergeant les personnes handicapées, de 1,5% pour les établissements hébergeant les personnes âgées, et bien sûr de valider le point GIR à 8,06 €. Voilà, Madame la Présidente, je vous remercie de votre attention et je précise que les rapports de la première commission, comme d'habitude, ont été validés à la majorité. Merci Annick, un rapport important. Tu as pris le temps, mais je crois que chacun était très attentif. Claude Dalaval. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, chers collègues, comme l'a rappelé le vice-président chargé des Finances, ce dossier représente 50% de l'axe des solidarités humaines, soit 141,2 millions d'euros. Il est important que nous prenions un certain temps pour en débattre et le fait qu'Annick prenne du temps pour le présenter est tout à fait logique. Une satisfaction sur ce dossier, celle d'avoir été entendu. Nos interventions lors des précédents budgets ont été prises en compte. Nous avions souligné que la hausse du point GIR qui détermine la prise en charge de la dépendance était insuffisante en 2019. Vous proposez une augmentation de 10% qui devrait produire des effets sur 4 ans. Vous avez annoncé ce matin au propos liminaire une somme de 5,8 millions d'euros sur 4 ans, soit environ 60 postes. Deuxième point, le taux directeur des frais d'hébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes. Le taux directeur des EHPAD est fixé à 1,5%. Cela répond aussi à notre demande. L'an dernier, nous avions reçu une fin de non-recevoir en nous indiquant que pour certains départements, il était à 0, voire négatif. Nous aurions pu craindre un alignement sur ceux-ci. Ce n'est pas le cas, tant mieux. Autre point, les services d'aide à domicile, les SAAD. Nous avions évoqué leurs difficultés lors du budget de 2019. Cela avait été aussi rappelé lors d'autres sessions par Daniel, entre autres, mais aussi par un courrier fin novembre du député Frédéric Barbier. Nous nous réjouissons que vous preniez en compte ces difficultés. Je fais référence à l'aide exceptionnelle de ces services. Nous considérons qu'il y a du mieux dans ce budget dédié aux personnes âgées handicapées. Subsistent toutefois interrogations et divergences, évoquées pour certaines par Martine Voidet au début de l'Assemblée et sur lesquelles je souhaite revenir. Parce que nous aurions pu faire autrement pour promouvoir le maintien à domicile. D'autres réponses auraient pu être apportées, davantage en adéquation avec les besoins identifiés sur les territoires. Pour les EHPAD, vous réservez 2 millions d'euros pour des investissements, en plus des 10 millions d'euros votés en 2017 et qui devaient se traduire en travaux de 2018 à 2020. À ce jour, 8 dossiers ont été validés pour 1,7 million d'euros. L'argent est réservé, mais il n'est pas dépensé.
Quel besoin d'en réserver de nouveau alors que la première enveloppe n'est pas consommée? Et la réunion du 20 janvier doit permettre de préciser ce qui est attendu à ce niveau. Par ailleurs, compte tenu du nombre de places d'hébergement pour personnes âgées dans le Doubs, très en deçà de la moyenne de Bourgogne-Franche-Comté, l'Agence régionale de santé a autorisé le département à créer 142 places en EHPAD. Annick, tu nous l'as rappelé tout de suite. Si nous regrettons qu'elles soient prises ailleurs, ce qui n'est pas évidemment de votre fait, nous nous réjouissons pour les Doubiennes et les Doubiens. Mais nous connaissons les délais pour de telles réalisations. Aussi, nous vous invitons à lancer très rapidement l'ensemble des appels à projets qui permettront de soulager celles et ceux qui en ont besoin, ainsi que leurs familles, en privilégiant bien sûr les territoires les moins bien pourvus. Et comme l'a dit Annick, on en reparlera au niveau du dossier 113. Concernant les services d'aide à domicile, les SAD, vous faites ainsi un geste avec une enveloppe exceptionnelle de 1,2 million d'euros pour soutenir ces services. J'ai entendu le vice-président chargé des Finances dire un effort considérable. Mais c'est une enveloppe exceptionnelle. Qui dit exceptionnelle dit que c'est pour une année, cette année uniquement. J'ai souhaité savoir en commission si elle était fléchée sur des points précis. Cela nous a paru un peu flou, tu l'as redit Annick tout à l'heure. Voilà, on voudrait savoir exactement. Et globalement, le budget alloué au SAD pour 2020 est en baisse malgré cette enveloppe. Le calcul est basé sur le nombre d'heures réalisées et ce nombre d'heures baisse, quand le nombre de bénéficiaires est stable, lui. Le nombre d'heures n'est pas assuré car il manque du personnel. Les professionnels que nous avons rencontrés nous l'ont confirmé. Certains dossiers, sur une association nous a parlé même de 10%, ne sont pas pris en charge. Celles et ceux qui auraient besoin de davantage d'aide ne peuvent pas y avoir accès. Les grands perdants sont donc nos personnes âgées et nos personnes handicapées. Il est nécessaire de rendre ces métiers attractifs. L'État aussi doit prendre ses responsabilités. Certains SAD demandent que le tarif le socle soit de 25 € pour pouvoir survivre. Il est aujourd'hui de 21,6 €. Vous proposez de le passer à 21,77 €, soit un impact de 235 000 € sur le budget. Nous avons une autre proposition. Pérenniser ces dettes exceptionnelles et c'est utiliser ces 1,2 million d'euros pour revaloriser le tarif le socle. Cela devrait le faire passer aux environs de 22,8 €. Cette décision sera un geste fort à destination des services d'aide à domicile, leur garantissant en 2020 et les années suivantes davantage de moyens, afin qu'ils soient en capacité de répondre aux besoins de nos habitants, afin que chacun et chacun puisse vivre dignement de son travail. Et pour répondre aux propos liminaires du représentant de votre groupe, sans augmenter le budget 2020. Enfin, je ne terminerai pas mon propos sans parler des CLIC qui assurent l'information des personnes âgées dans les territoires. Comme vous l'avez déjà dit, Madame la Présidente, c'est une préoccupation récurrente pour moi. Le montant attribué est en baisse en raison de la reprise en interne de la mission du CLIC de Potarlier, ce qui est tout à fait normal. Mais on peut toutefois regretter que l'on conduise à l'identique cette année encore la subvention aux 3 CLIC restants. Lors de la présentation de votre projet politique à la Comcom des Portes du Haut-Doubs, qui n'avait encore pas ce nom, le président vous avait interpellé par rapport au fait que son territoire n'était pas couvert par un CLIC. Il est à nouveau indiqué, c'est page 18, que le département est engagé dans un processus d'optimisation de l'exercice de cette mission afin de garantir une couverture géographique et un fonctionnement homogène. Permettez-moi de dire que cela traîne quelque peu et je me demande quelle réponse pourraient donner mes 2 collègues du canton de Val-d'Aon si la question leur est posée. Madame la Présidente, suite aux différentes prises de parole qu'il peut y avoir par rapport à ce dossier, et avant de passer au vote, nous souhaiterions une suspension de séance. Merci. Ce que je vous propose peut-être avant la suspension de séance, c'est qu'Annick vous apporte quelques réponses. Ça serait dommage de partir en suspension sans différents éléments. Non, justement, la demande, c'est juste avant le vote d'avoir voilà, la suspension. On répond, on échange et puis ensuite une suspension de séance. S'il y a d'autres interventions, bien entendu. Bien sûr, sur un sujet tel que celui-ci. Annick ? Alors, je vais essayer de prendre dans l'ordre, de ne rien oublier, mais sinon, je compte sur toi pour me rafraîchir la mémoire. Tu as commencé par nous parler des 2 millions d'enveloppes supplémentaires qu'on alloue aux EHPAD pour l'investissement sur les nouvelles technologies.
les 1 million par rapport à l'enveloppe des 10 millions déjà existantes. Alors, tu l'as bien dit, les 10 millions, sur cette enveloppe-là, on propose 1,7 million de crédits de paiement pour les 8 dossiers qui sont déjà finalisés. On a dans les... Oui, ben voilà, c'est ça. En plus... Oui, mais je veux dire, sur cette enveloppe des 10 millions, il y a 1,7 million qui ont été validés parce que les dossiers étaient terminés, étaient validés, étaient prêts. On a plus de 8 millions de dossiers en instance hein, qu'on a listés sur les projets qui nous ont été déposés, qui ont été demandés, mais qui ne sont pas encore finalisés, tout simplement parce que les porteurs de projets n'en sont pas encore à ce stade. Nous, on offre l'enveloppe, mais on ne fait pas les travaux encore à leur place. On a des échanges, on a des dossiers qui sont en cours de travail, qui sont en cours d'étude, parce que très souvent, les dossiers qui nous arrivent, on nous demande une subvention globale, mais vous vous souvenez bien qu'on a mis 3 axes sur cette enveloppe de 10 millions et qu'il faut après, à chaque fois, répartir les travaux sur les 3 axes définis. L'enveloppe supplémentaire de 2 millions qu'on vous propose sur le numérique et sur l'innovation technologique. C'est une enveloppe qui est différente parce qu'on voudrait vraiment pousser des projets très spécifiques. La subvention sera encore supérieure à celle qu'on avait modifiée lors de la dernière assemblée, je crois bien, puisqu'on pourra arriver à 85% de subvention et ça va se faire en lien avec le PGI, suite à un appel à manifestation d'intérêt des établissements et on travaillera vraiment ensemble pour développer ce qui est innovant. Sur l'enveloppe de 10 millions, j'allais dire tout ce qui concerne le numérique peut être validé, mais là ce sont vraiment des projets innovants du style de ce qu'on avait vu à l'Île-sur-le-Doubs pour comment dire, l'aménagement des EHPAD qui va être pris sur cette enveloppe-là. Et il y aura un travail global qui sera fait sur les établissements avec le PGI. Le nombre de places, tu nous parlais des places en EHPAD, bon ben, on en reviendra. Je vous ai dit aussi que dès validation par notre Assemblée du nouveau schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale, l'appel à projet est prêt à partir et sera donc lancé. Alors c'est sûr qu'entre l'appel à projet, entre le jour d'aujourd'hui et la restitution des places, il faut 3 ans, mais c'est 3 ans incontournables, étude du projet, dépôt de permis, construction, ça voilà, ça on n'y peut rien, on est déjà très content d'avoir obtenu 142 places pour notre département. Je rappelle qu'il manque en tout 500 places et que les 350 autres places seront fléchées sur des résidences autonomie. Enfin bon, on en parlera plus spécifiquement dans un autre rapport. Concernant les SAD, tu nous dis que le budget diminue, effectivement, et je vous ai expliqué pourquoi il diminuait. Parce qu'en 2 ans, les SAD ont perdu 9% des heures effectuées. Alors c'est dû, on en a parlé, et tout le monde est au courant, à la difficulté de recrutement de ces structures. Alors je vais faire attention aux mots que je vais employer. Mais je vais quand même vous faire état de discussions que j'ai très régulièrement avec les directeurs de ces structures d'aide à domicile. Et la dernière en date, c'était lors de la journée organisée par l'ARS sur le PAERPA, donc le parcours pour les personnes en perte d'autonomie, et où on faisait état justement de ces difficultés. Et on en est venu d'un commun accord à dire que ce n'était pas uniquement le salaire qui était en jeu, mais qu'il y avait bien une difficulté de recrutement comme on la trouve dans le bâtiment, comme on la trouve dans différents métiers qui sont en tension. Et que ce n'est pas uniquement l'attractivité du métier qui est en jeu, mais qu'il y a aussi une évolution dans la mentalité. Et en parlant avec le CCAS de Besançon, on se rend compte que l'absentéisme est bien plus important chez les jeunes qui arrivent dans ces structures que sur ceux qui sont là depuis 20 ou 25 ans.
alors qu'on pourrait penser que la fatigue se fait plus sentir par les gens qui sont dans ces métiers depuis longtemps. Alors j'entends, et c'est bien pour ça qu'on ouvre cette enveloppe d'1,2 million pour vraiment essayer de rendre ces métiers plus attractifs, de donner des meilleures conditions de travail, par exemple en proposant des véhicules. Vous savez que les frais de déplacement, c'est difficile parce que ça grève aussi les budgets. Mais voilà, je crois qu'il faut aussi un jour dire les choses, c'est que ce n'est pas uniquement cette problématique des salaires, mais qu'il y a aussi, je pense, une évolution dans la mentalité. Voilà, j'ose le dire en le disant de façon la plus soft possible, mais voilà, des fois, je n'arrive pas à me taire. Concernant la revalorisation du point GIR, je rappelle quand même que le rapport Libaud, qui fait partie des nombreux rapports qui sont faits d'ailleurs au niveau de l'État, le rapport Libaud, la loi grand âge qu'on attend depuis quelque temps, qui devait sortir au mois de décembre, qui maintenant est annoncé pour le mois de juillet. J'ai envie de dire que l'État est beaucoup dans les projets et puis dans les rapports, mais que nous, on agit et on propose du concret, que le rapport Libaud propose un taux horaire à 21 €. C'est ce qui est préconisé au niveau national. Après, bon, on le suit ou on ne le suit pas. Nous, on fait déjà cet effort de l'amener à 21,77%, sachant que dans l'enveloppe des 1,2 million, il peut y avoir aussi revalorisation. Et puis, enfin, pour terminer sur les clics, tu as raison, c'est un dossier dont on parle souvent. Sûrement trop souvent, je te l'accorde. Tu sais aussi qu'on est tributaire de l'ARS, là aussi de l'État, puisqu'ils mettent en place des nouvelles structures, et le réseau Doubs Central est particulièrement concerné. J'ai rencontré d'ailleurs le nouveau président et le trésorier du CLIC, qui m'ont quand même dit lors de notre rencontre que les deux travailleurs sociaux du CLIC de Baume-les-Dames pouvaient être financés par la subvention qu'on leur alloue, alors qu'apparemment ce n'était pas le même discours qu'on avait auparavant. Au mois de janvier, il y a une réunion avec l'ARS, le réseau Doubs Central et le directeur de l'autonomie pour justement parler de cette réorganisation. Et ce coup-ci, courant 2020, avec l'évolution que l'ARS nous propose et le bilan qui a déjà été fait du travail et des orientations qui sont données dans les différents clics, on arrivera enfin à couvrir tout le territoire. Donc voilà les réponses que je pouvais faire. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Claude, dans ta liste. C'est en tout cas ce que j'avais noté. Merci. C'est des petites précisions. Par rapport à ces 10 millions d'euros sur les EHPAD, sur les appels à projets d'EHPAD, donc c'est vrai, en 2019, on a voté sur 1,7 million d'euros qui ont été dépensés en 2019. Et si je ne me trompe pas, il y a un crédit de paiement qui est ouvert sur 2020 de 2 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on est sur, globalement, à peu près à 4 millions d'euros, je vais arrondir un petit peu. C'est-à-dire que sur cette enveloppe, il reste 6 millions d'euros en autorisation, en AP, qui sont en attente. Donc c'est pour ça aussi qu'on se disait que peut-être aussi, plutôt que de mettre 2 millions d'euros en plus de montée, c'est de recibler aussi sur cette enveloppe qui reste, de recibler en incluant ce que tu as dit sur l'innovation, etc. C'est-à-dire de garder ces 10 millions et recibler peut-être aussi que ce qui était mis pour les EHPAD ne correspondait pas obligatoirement à des attentes qui voulaient partir sur autre chose. Voilà. Deuxième chose, par rapport à l'appel projet, on en reparlera dans le 113, on est entièrement d'accord. Et nous, ce qu'on voulait juste dire, c'était que dès que ça a été voté, il fallait faire, c'est ce que tu as dit, il fallait faire l'appel à projet, parce qu'on sait automatiquement, il y a des délais pour faire les travaux, etc., etc. Donc, il ne fallait pas trop traîner. Sur le clic, ce n'était pas uniquement sur le clic du Doubs Central, justement du réseau Doubs Central, moi c'était vraiment pour la couverture de la totalité du département. C'était principalement par ça. Je sais qu'il y a des réunions avec le clic du Doubs Central, mais ça c'est autre chose. Je ne voulais pas intervenir dessus. Pour les SAD,
Voilà, il y a une baisse des heures. Cette baisse des heures vient du fait qu'il y a moins de personnel. On répond de moins en moins aux dossiers, aux heures qui sont attribuées. C'est bien dit dans le rapport que les effectifs sont stables. Il y a même des personnes qui sont en augmentation d'heures au niveau des aides et certaines structures ne peuvent pas répondre à ces augmentations. Ils viennent et ils restent sur on va dire, les anciennes heures sans tenir compte des nouvelles heures. Donc, le fait de baisser l'enveloppe me semble un peu gênant dans le sens qu'on n'influe pas le fait de revaloriser les métiers, etc. Alors, je pense qu'il n'y a pas que nous, il y a aussi l'État qui doit en parler un petit peu par rapport à ça. Voilà, ce que je voulais dire, c'était, je ne vais pas dire, c'est un peu le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire les heures baissent, pourquoi elles baissent? Parce qu'il y a moins de... Mais le besoin est là quand même, le besoin, il existe, le nombre d'heures, il existe. Si le nombre de personnes en bénéficiant est stable, ça veut dire que le nombre d'heures qu'on doit assurer est stable aussi, au minimum, même parce qu'il y a des personnes en autonomie qui perdent un petit peu et qui donc leur nombre d'heures existe, et on ne répond pas à ça. Et c'est à ce niveau-là que c'est dommage. Annick ? Oui. C'est bon ? Oui, on constate que le nombre d'heures pris en charge par les structures d'aide à domicile dans les CEPOM baisse, les structures associatives, mais on constate inversement que le nombre d'heures augmente pour les structures d'aide à domicile privées. Et concernant les personnes handicapées, on constate aussi qu'il y a de plus en plus de recours à l'aide familiale, puisque je vous rappelle que dans les nouveaux CEPOM, les SAD interviennent aussi bien auprès des personnes âgées qu'auprès des personnes handicapées. Donc il y a effectivement, on constate un transfert des structures associatives vers les structures privées. Mais on est bien conscient aussi de la difficulté. Effectivement, les heures diminuent parce que les structures n'arrivent pas toujours à assurer les plans d'aide. Mais c'est bien pour ça qu'on vous fait ces propositions aujourd'hui de revalorisation du tarif, les 1,2 million d'euros, voilà, à travailler avec eux justement pour qu'ils soient fléchés, pour amener un maximum d'attractivité. C'est pas pour rien qu'on a mis en place ces nouvelles propositions, ces trois axes pour le maintien à domicile. C'est bien parce qu'on est conscient de la difficulté qu'on active des leviers pour justement permettre aux structures d'assurer l'intégralité des plans d'aide. C'est en écho avec Annick ou parce que je pense qu'on ne va peut-être pas faire le monologue toute l'après-midi tous les deux. J'ai d'autres demandes de parole. Si tu veux, il y a Magali. Allez, dernière prise de parole. Voilà, dernière pour moi. Donc, juste dire, exceptionnel, ça veut dire une année. Et puis quand j'ai entendu effort considérable, moi je crains que ça soit que cette année, que l'année prochaine, on oublie un petit peu. Voilà. Pour l'instant, on est au budget 2020. On ne va pas faire deux budgets en un et c'est pas parce qu'on fait ça cette année qu'on ne fera plus rien les années qui viennent. Magali. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, nous étions plusieurs à se retrouver, c'était samedi dernier, avec les associations d'aide à domicile dans le pays de Montbéliard. Et elles nous ont fait part de la particularité aussi quand même du département du Doubs, puisque l'augmentation des personnes âgées était de 8%, c'est-à-dire le double de la moyenne nationale. On sait aussi que dans notre département, il y a beaucoup, c'est à la fois 50% urbain, 50% rural, et que par exemple les temps de déplacement peuvent être des fois plus longs que dans d'autres, ce qui peut expliquer aussi par rapport à la moyenne nationale. Et en fait, alors sans minorer l'importance de l'État, et on est bien d'accord que l'État doit aussi en prendre conscience et il doit y avoir véritablement un plan d'aide.
Mais comme nous sommes dans un budget départemental, est-ce que ça, ce n'est pas une véritable priorité départementale? On sait que les aides à domicile, effectivement, on nous dit que 10% des demandes ne peuvent pas être traitées. On sait que, a priori, pour les salariés, elles ont le taux d'arrêt de travail et d'accident du travail est plus important que dans le bâtiment du fait des conditions difficiles. Donc il y a un réel problème d'attractivité. Et en fait, ce qu'on veut simplement vous dire, c'est qu'on attendait davantage des réponses structurelles plutôt que ponctuelles. Voilà, en fait, c'est ça. C'est qu'on attendait des réponses structurelles et non pas ponctuelles. Je voudrais juste vous rappeler aussi qu'on travaille en ce moment sur l'évaluation des CEPOM qui ont été signés avec les SAD. Et qu'à partir de l'année prochaine, on va travailler sur le nouveau CEPOM qui va voir le jour en 2021. Et justement, il y a un dialogue qui va s'établir entre nous et eux. On est conscient de leurs difficultés, on a bien étudié ça, on les a bien listés, et qu'au cours de ce dialogue qui va se produire l'année prochaine, on va aussi pouvoir, dans le cadre des nouveaux CEPOM, apporter un certain nombre de réponses. On a fait le bilan, maintenant on a toute une année pour travailler, pour conclure les nouveaux CEPOM à partir de 2021. Et dans cet intervalle, on vous propose déjà les 3 points que je vous ai expliqués tout à l'heure. Donc effectivement, c'est sur l'année 2020, sachant qu'en 2021, on a des nouveaux CEPOM qui vont être travaillés et signés avec les structures d'aide à domicile et qui pourront intégrer aussi justement toutes ces difficultés. Et tu parlais dans le secteur de Montbéliard de la difficulté qu'on rencontrait plus effectivement dans le milieu rural avec mais là, comme ailleurs dans le département, et je vous rappelle que l'enveloppe complémentaire de 723 000 € qu'on peut allouer sur les OSP, les obligations de service public, sert en partie aussi à défrayer justement ces temps de déplacement plus importants au milieu rural. Et cette enveloppe-là, on ne l'aurait pas eue si on n'avait pas signé les CEPOM et si on n'avait pas mis justement une obligation de service public, 24 heures, enfin 7 jours sur 7, impossibilité de refuser des plans d'aide, enfin voilà, il y a toute une liste d'obligations justement dans le CEPOM. Mais je rappelle aussi que cette enveloppe, je vous rappelle 1,4 million en 2018, donc on aura pratiquement le même, les dialogues de gestion sont faits en N+1, on avait 1,4 million plus les 723 000 €, donc on a plus de 2 millions d'euros à allouer au SAD pour les obligations de service public qui viennent en plus, bien sûr, de l'augmentation de l'heure et de ce que je vous ai énoncé tout à l'heure. Bon, je crois que j'ai tout dit. Je vois bien ce qui achoppe là par rapport à votre décision. On parle d'exceptionnel. Vous nous avez dit à plusieurs reprises que nous vous avions entendu. Oui. On s'est entendu ensemble. On s'est entendu ensemble et on a fait des propositions par rapport aux sujets majeurs qui nous emportent concernant nos seniors. L'exceptionnel, on attend depuis des mois et des mois la loi Libor. On fait un effort, et je le redis, exceptionnel. Exceptionnel, il y a 2 interprétations. L'exceptionnel une fois, ou l'exceptionnel dans sa mesure. Donc, si vous pouviez être positif par rapport à ce qu'on vous propose aujourd'hui, et de prendre l'exceptionnel dans la teneur d'une aide qui correspond bien en amont, vous parliez de 25 €, la loi prévoit 21 €, on est déjà au-delà. Nous sommes sur le budget 2020, 10% d'augmentation pour le GIR, 1,2 million pour les EHPAD. Annick vous a parlé des ORS aussi. Il y a la formation sur laquelle nous n'étions pas obligés d'aller, mais là aussi, nous souhaitons apporter quelque chose de considérable. Très franchement, je crois que l'effort, il est déjà pour 2020
attendons les textes, nous sommes en amont, je vous l'ai dit ce matin, on n'est pas à la remorque des uns et des autres, on est sur une vraie politique ambitieuse et volontaire. Voilà ce que nous souhaitons vous proposer et vous dire, et si vous ne pouvez pas voter sur un rapport avec nous tel qu'il est présenté aujourd'hui, écoutez, je me poserai beaucoup de questions quant au devenir des solidarités sur le département et sur l'interprétation que les uns et les autres en feront. Suspension de séance maintenant ou vous voulez encore échanger? Alors, suspension de séance. Vous voulez combien de temps? Le temps que vous souhaitez, hein, dites-moi. 16h10. Allez, 16h15, comme ça, le temps de monter des...